m'appelle Fabien Olicard, bonjour, j'ai 35 ans et je lis depuis que j'ai 4 ans, sauf que je ne savais pas lire, mais j'avais déjà des livres dans les mains. Alors, je suis un gros lecteur, c'est-à-dire je lis beaucoup, moins maintenant, mais mon moins maintenant peut correspondre à beaucoup pour certaines personnes. Je lis au moins 1 à 2 livres par semaine, et si je suis en vacances, je peux taper un livre dans la journée. Non pas que je lise vite, mais je vais lire tout le temps dans ce cas-là. Et tous les moments un peu creux d'une journée sont un bon prétexte pour lire. Oui, les toilettes en font partie, j'avoue. Et je lis tous les styles de livres. Alors ça peut être des essais scientifiques, ça peut être des livres pratiques, ça peut être après des romans, donc ça va du polar au livre de SF. Je lis pas trop la grande littérature, j'avoue, je suis pas très fan, c'est le style dont je suis le moins fan. Les livres pseudo-intellectuels des fois peuvent m'ennuyer. J'aime bien quand il se passe quelque chose dans un bouquin. Et par contre, j'adore les autobiographies, quand elles sont bien écrites. Les biographies aussi, mais encore plus les autobiographies. Et si je peux avoir les deux sur la même personne, une autobio et une bio, là ça me passionne. Parce que tu as le point de vue de la personne qui parle d'elle-même, et après le point de vue un peu plus objectif des autres personnes qui parlent d'elle. Alors, le livre le plus marquant de ma vie, c'est L'Art de la guerre de Sun Tzu, qui existe en plein de versions. De toute manière, le texte est libre de droit. Sun Tzu, c'était un général au 6e siècle avant Jésus-Christ, un général chinois. Sun Tzu, ça veut dire maître Tzu. Et il a écrit un livre sur la stratégie de la guerre. Alors, il y a deux hypothèses sur qui était Sun Tzu. Il y en a qui pensent que c'était un autre général, il y en a qui pensent qu'il n'a jamais existé. Mais en tout cas, le texte existe, lui, depuis toutes ces années. Et donc c'est un livre stratégique sur la guerre, donc ça va parler de ruse, de stratégie militaire, de comment gérer ses troupes, etc. Et d'après moi, c'est un bouquin clé où tout peut se réadapter à n'importe quoi dans la vie. À ta productivité, à ta manière d'apprendre les choses, à ta manière d'être dans la vie avec tes amis, avec ta famille. Ça peut s'adapter pour tout. Parce que la vie, c'est pas que la vie est un combat, c'est pas ça, hein. Mais tout a un enjeu en fait. Tout ce qui a un enjeu dans la vie peut être par contre résumé un peu à une stratégie guerrière. Et Sun Tzu avait la particularité d'avoir une stratégie militaire propre, c'est-à-dire qu'on prend soin de ses troupes, on prend soin de l'ennemi, on prend soin de tout le monde en fait. Et il a des trucs vraiment cool. Par exemple, dans ma communication pour le spectacle, je m'inspire énormément de son travail. En étant là où on ne m'attend pas forcément, en me renseignant sur ce que font les autres, en prenant des décisions au dé parfois. Il y a ça quand même qui est génial, et je l'avais appliqué, ça aussi, les conseils de Sun Tzu quand je jouais au poker, c'est-à-dire de prendre des stratégies parfois complètement aléatoires. Et du coup, tu deviens imprévisible. Et du coup, personne ne peut anticiper ce que tu vas faire, et tu es déstabilisé en permanence. Donc il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de versions de ce livre qui existent, ça c'est une version que j'aime bien, où il n'y a pas le texte intégral, mais où les représentations sont graphiques, visuelles, donc elles se retiennent très bien. Je peux vous en lire un extrait au hasard. Prenons un passage de l'art de la guerre au hasard. Alors, c'est sur quoi? Sur visualiser vos avantages. Sun Tzu a dit, les bons guerriers expérimentés se mettaient au-delà de la possibilité d'une défaite, puis attendaient l'opportunité de vaincre l'ennemi. Il est de notre ressort de nous prémunir de la défaite, mais l'opportunité de vaincre l'ennemi est apportée par l'ennemi lui-même. C'est-à-dire, il faut faire un mix entre la lucidité, la combativité, et entre les deux, il y a les options viables. Voilà, on pourrait le résumer comme ça. C'est pas le meilleur exemple, je suis d'accord avec vous, mais c'est pour vous donner l'état d'esprit du bouquin. Demandez à Jenna dans les commentaires qu'elle apparaisse à l'image. C'est un scandale qu'elle ne soit pas à côté de moi, je vous le dis tout de suite, je suis contre ça. Le mentalisme n'a pas de définition, ni en France, ni en Europe, ni dans le monde, ce qui fait que chaque personne a sa propre définition du mentalisme. C'est important de le dire parce que comme il n'y a pas de définition, on ne peut pas être adoubé mentaliste, on est forcément autoproclamé, que ce soit moi ou les autres personnes. Pour être très honnête, on s'est levé un matin en disant « tiens, je suis mentaliste ». Et c'est parce que c'est le mot qui traduisait le mieux, je trouve, ce que je faisais. Et mes différentes passions qui sont la mémoire, le calcul, l'influence, la lecture non verbale, le bluff, l'illusion, etc., etc. Donc il y a eu plein de bouquins qui m'ont énormément plu, mais à chaque fois qui vont couvrir qu'un seul de ces paramètres dans le sac du mentalisme. J'ai adoré le travail de Tony Buzan sur la mémoire, j'ai adoré le travail de Banachek sur l'influence, j'ai adoré le livre de Paul Ekman et les travaux de Paul Ekman sur le non-verbal. Donc voilà, à chaque fois ça va être, je vais aller picorer en fait un peu partout.
Et du coup, moi j'ai sorti un livre l'année dernière qui s'appelle Votre cerveau est extraordinaire, qui est un pêle-mêle sur le mentalisme qui se veut pratique, c'est-à-dire plug and play. Tu branches et ça marche. Donc je ne vais pas loin dans les explications sur le pourquoi du comment, c'est des applications directes mélangeant 7 grands thèmes et apparemment il est plus au grand public puisqu'on a passé je crois les 100 000 exemplaires et là il y a le tome 2 qui sort cette année le 16 mai. Votre cerveau est définitivement extraordinaire puisque ce sera le deuxième et le dernier volume de cette série là. J'en ferai d'autres plus précis mais pas sous forme de pêle-mêle. Et donc, ayant toujours lu depuis ma plus tendre enfance, puisque j'avais une grande sœur qui allait à la bibliothèque et je la suivais et tout, j'ai toujours rêvé en fait de pouvoir mettre moi aussi une partie de mon savoir dans des bouquins, donc c'était une grande chance de pouvoir le faire. Rien à voir avec le fait que je sois youtubeur, puisque le projet il s'est concrétisé quand j'avais 20 000 abonnés, et le livre est sorti un an après, j'avais 500 000, mais c'est pas l'inverse, c'est pas à 500 000 abonnés qu'il y a eu des éditeurs qui sont venus me voir, un truc comme ça. Et je l'ai écrit en tournée, en utilisant la méthode du NaNoWriMo, National Novel Writing Month, qui est le fait d'écrire un livre en un mois, en 30 jours. Donc je l'ai vraiment écrit en 30 jours pendant la tournée, donc dans l'hôtel, dans les trains et tout. Et c'est le premier jet que tu écris en 30 jours, parce qu'après tu prends tout le temps qu'il faut pour reprendre ton premier jet, mais c'est hyper intéressant si un jour vous voulez écrire un livre, que ce soit une nouvelle, un roman, un essai comme ça, ce genre de choses, c'est de le faire en 30 jours, au moins 60 000 mots ou 100 000 mots en 30 jours. Et avec ça, en fait, à la fin, vous avez une matière première que vous allez pouvoir retravailler. Et du coup, ça veut dire écrire en 30 jours sans jamais juger de son travail. C'est-à-dire sans se dire « Ah non, mais là c'est nul, là c'est mal écrit, là le style est pas bon ». Non, écrivez. Et une fois que vous avez votre bloc de pierre mal taillé, vous allez pouvoir fignoler un petit peu tous les angles. Mais voilà, le secret, c'est de sortir le plus vite possible un premier jet qui soit la base de travail, quitte à tout reprendre après. Jenna réfléchit aux questions. Vous pourriez la voir réfléchir si elle daignait se mettre à côté de moi. Comment vous pouvez lire ? En fait, il y a un premier truc qui est ce qu'on appelle une mémoire erronée, que vous pensez que vous n'avez pas le temps de lire, vous pensez que vous n'aimez pas lire. Alors les deux sont faux. Premièrement parce que vous lisez en permanence les panneaux sur internet, vous êtes toujours sur votre téléphone en train de lire quelque chose, donc vous aimez lire, il n'y a pas de problème. Et vous avez le temps de lire puisque vous avez le temps de passer des heures et des heures sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Il y a des temps de vie qui sont creux, où on peut lire en permanence. C'est pas forcé de prendre 2 heures pour lire le soir, il y a plein de moments où on peut lire. Et si vous prenez un bon roman par exemple, quelque chose dans le style que vous aimez, il y a forcément un style que vous aimez, c'est comme les vidéos sur YouTube, il y a forcément un style que vous aimez. Vous avez un truc beaucoup mieux qu'une série à la télé, puisque là, vous pouvez faire pause quand vous voulez, reprendre quand vous voulez, vous pouvez regarder 2 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Faut voir ça comme ça, sauf que le film, il se passera dans votre tête, quoi. Il n'y a pas de changement. Le mieux à faire, c'est de lire le matin au réveil. Ça veut dire se lever un peu plus tôt pour prendre un petit temps de lecture. Je vous assure que c'est génial. Mais parfois, c'est pas possible. Il y en a qui préfèrent lire le soir dans le lit. Ça endort quand on a des journées crevantes, ça je peux le comprendre, c'est pas possible. Mais dans les transports, vous avez forcément du temps. Je l'ai déjà dit, mais je le redis, dans les toilettes, vous avez forcément du temps. Et il y a plein de petits temps de pause quand vous allez chez le médecin ou à un rendez-vous, vous avez 30 minutes avant. Ayez toujours un livre sur vous, ce sera le meilleur moyen en fait de ne pas oublier que vous aimez lire. Parce que vous aimez lire, mais vous n'avez pas encore osé vous l'avouer. Donc essayez ça.